Bonjour à tous, bienvenue sur le Petit Explorer. Je m'appelle Arthur Plantard, ancien diplômé de Rennes School of Business, et dans ce podcast, nous partons à la découverte de jeunes diplômés bien insérés sur le marché du travail. Ils nous racontent leur parcours, leur mission, ce qu'ils y font au quotidien et comment ils le font. Ils échangent aussi volontiers sur les thématiques de recrutement, comment ils ont été pris et comment se démarquer des autres candidats. Ici, dans cet épisode, nous accueillons Nolwenn. D'Amsterdam, elle coordonne la logistique chez Patagonia, la marque de vêtements éco-responsables spécialisée dans le surf et les sports de montagne. On va parler rapidement de son parcours en alternance entre Airbus et Toulouse Business School, de son VIE aux États-Unis et de son retour en Europe, drivé par son engagement écologique avec Patagonia. Avec elle, on abordera également la façon dont elle s'y est prise pour être rapidement acceptée dans toutes ses expériences. Et je vous promets des conseils passionnants et très utiles. Mais assez parlé, je la laisse arriver et nous on se retrouve juste après comme d'habitude. Bonne écoute. Salut Nolwenn, Salut Arthur. tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais, très bien. T'es rentré en France pour le confinement, non? Voilà, j'ai décidé de passer mon confinement en Bretagne. Et comment ça se passe du coup le télétravail? Bah écoute, ça va. Au départ, c'était un petit peu bizarre, je pense, comme tout le monde, de passer sur Skype, Teams, Zoom et d'avoir beaucoup plus d'appels que d'habitude. Mais Mhm. maintenant, franchement, je suis très bien. On a tous notre chambre, notre endroit pour travailler, donc ça, je pense que c'était vraiment important. Et, Ouais. et c'est efficace, peut-être même trop. En télétravail, on fait moins de pauses que dans les bureaux, mais sinon, tout va bien. Ok, bah oui, c'est vrai qu'il faut savoir mettre des limites quand même. On va peut-être juste redire pour les gens qui nous écoutent où est-ce que tu travailles. Tu travailles chez Patagonia et tu à Amsterdam, c'est ça? Voilà, je travaille chez Patagonia depuis 6 mois. Je travaille comme logistique coordinatrice. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes étapes de ton parcours scolaire en école de commerce, etc. ou- Ouais, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait à la fin, enfin, à la sortie de mon bac, j'ai fait une prépa ECS, donc c'est à dominante. C'est comme pour les gens qui sortent du bac S, donc beaucoup de maths. Et j'ai fait 2 ans, et en fait, à l'issue des 2 années, on va dire que j'ai pas eu les écoles que je voulais, et en même temps, je me voyais pas refaire une prépa. Parce que je trouvais que c'était trop dur et qu'il y avait trop de maths. Et du coup, j'ai toqué pendant l'été à toutes les portes des facs et DUT pour savoir si quelqu'un voulait bien me prendre. Et finalement, le DUT technique de commercialisation de Quimper a accepté de me prendre directement en 2e année. Et Mhm. ça s'est très très bien passé là-bas. Et ensuite, du coup, j'ai refait les concours, mais là, c'est les concours admission parallèle. Et du coup, j'ai intégré l'école de Toulouse, donc Toulouse Business School. Et dans le programme grande école. Et donc la première année, je l'ai fait en formation initiale, et après les master 1, master 2, je les ai fait en alternance chez D'accord. Airbus. Voilà. Ok. Airbus à Toulouse donc. Voilà, oui, je suis vraiment restée dans le local toulousain. Oui, je vois ça. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de tes années en école de commerce ou en prépa ou en IUT? Moi, ce que je retiendrai, et c'est pas forcément quelque chose de professionnel ou de scolaire, c'est plus en fait mon engagement dans le développement durable. J'ai trouvé que, enfin, mon stage de DUT et le fait que j'ai intégré l'association du développement durable, ça m'a vraiment permis de me découvrir un véritable centre d'intérêt, une vraie passion, et quelque chose dans laquelle je pouvais vraiment m'épanouir tous les jours. Et c'est ça, je dirais, qui m'a vraiment marqué ouais, de mon parcours. D'accord. Et Et, voilà. et qu'est-ce que tu faisais en alternance du coup chez Airbus? En fait, en alternance, j'étais, alors, comment expliquer? J'étais, dans les achats, généraux. Donc, Ouais. les achats généraux, dans le cas d'Airbus, c'est tout ce qui ne va pas aller ou qui ne va pas servir à construire un avion. D'accord. Ça va pas être, la tôle, ça va pas être, les petites pièces, ça va être, les bâtiments, les outils,
ça va être, le matériel de protection des ouvriers et cetera et donc en fait, on se fait approvisionner par beaucoup, beaucoup, beaucoup de fournisseurs et en fait, ces fournisseurs, on les évalue pour savoir, s'ils sont performants, s'ils vont nous donner les choses en temps et en heure et moi, j'étais, dans le service, entre guillemets, «d'évaluation» de ces fournisseurs-là et surtout, le cas échéant, s'ils étaient pas performants, de comment on peut les développer. Donc concrètement, on Mhm. les aidait à mettre en place, des projets, on les aidait à faire du project management, et quand ils étaient pas capables, d'arriver aux objectifs, et ben, on les aidait tout simplement. D'accord, ok. Donc tu faisais presque du consulting en fait pour les fournisseurs d'Airbus. Voilà, moi j'étais plus dans la partie KPI, mais oui, mes collègues, effectivement, c'était plus du consulting, pour nos fournisseurs. Voilà. C'est un peu D'accord. original, mais c'est ouais, c'est une manière, Plutôt, oui. c'est en fait, c'est une manière de, parce que quand on signe un contrat, si jamais il y a pas ils sont pas capables de le remplir, bah, en fait, nous, Airbus aura forcément des pénalités, en Mhm. termes de délai, en termes d'argent et donc en fait, c'est plus rentable effectivement de les aider dans ces cas-là. D'accord, ok. Et en fait, après ton école de commerce, t'es intégré directement Patagonia ou t'as fait autre chose avant? Du coup, moi, après, j'ai fait, à la sortie de mon alternance, j'ai enchaîné, directement avec un VIE, Ouais, dans le Kentucky. Donc si personne ne sait où c'est normal. C'est, aux États-Unis, c'est à 5 heures, dans le sud par rapport à Chicago, dans le sud. ouais. Et en fait, j'ai intégré une usine, de production de parties, de pièces automobiles. Et au départ, j'ai fait, 6 mois en logistique et après j'ai fait 1 an où j'aidais sur la ligne de production directement à ce que ça soit plus facile pour les ouvriers, quand ils travaillent, que ça soit plus efficace et voilà, donc j'étais directement, tous les jours, sur la ligne de production. D'accord, donc c'était presque un poste en fait d'ingénieur en fait, un poste scientifique Ou plutôt que commercial pour le coup. clairement, donc c'était pas forcément prévu quand j'ai pris le poste, mais bon, j'étais là, ils avaient besoin de quelqu'un et puis, bah, je me suis formée sur le tas, c'est vrai qu'après quand les techniciens, ils Donc, venaient me voir en me disant, alors, où est le fluide? Où est l'huile? Des choses comme ça. Et j'étais là: «OK, alors, on va regarder le plan et on va s'en sortir». Mais après c'était très formateur. J'ai fait beaucoup de ouais. choses et j'avais quand même beaucoup de compétences à apporter, donc c'était très sympa. Mhm, Mais bon, j'ai quand même dû me former au début, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, j'ai demandé des formations parce que les machines, elles étaient énormes, je savais pas du tout comment ça marchait. C'était un petit peu mhm. marrant comme D'accord. expérience. Ah, tu t'es formée beaucoup toute seule? Oui, ben, du coup, comme j'avais aucune compétence, enfin, on va dire, ingénieur ou scientifique, Mhm, j'avais demandé des formations qui m'ont été accordées et après sinon je regardais beaucoup de vidéos, YouTube, parce que je trouvais que, enfin, déjà, il m'avait donné l'opportunité de prendre ce poste et je voulais vraiment, apporter quelque chose et je trouvais que c'est bien aussi d'apprendre par soi-même et de montrer que tu es motivé et que ouais, j'étais c'est vrai. aussi très intéressée par le sujet. Ah, trop bien. Et tu es resté 1 an et demi, c'est ça? Voilà, je suis restée, 1 an et demi et pareil direct à la sortie, de mon VIE, donc j'avais commencé à postuler et là j'ai pris la décision de quitter l'industrie et de revenir vraiment à ma passion et de faire quelque chose dans le développement durable et à ce moment-là, en fait, Patagonia a ouvert, des postes en logistique et donc Patagonia, c'est une entreprise qui est très engagée dans l'environnement donc j'ai Mhm. postulé et puis, bah, j'ai eu la chance, enfin, ou l'opportunité, d'être prise, dans cette entreprise. Donc c'est assez récent, hein, ça fait que 6 mois, mais pour l'instant ça se passe très bien. Ok, super. Et tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous êtes engagé dans le développement durable? Historiquement, Patagonia, c'est une marque, d'outdoor. Ça fait beaucoup de matériel d'escalade, de matériel de surf, de running, enfin voilà, pour présenter un petit peu la Mhm, marque. Et en d'accord. fait, on utilise, beaucoup de matériaux recyclés et ensuite on utilise beaucoup de coton, bio ou de matières qui ont pas vraiment beaucoup d'impact sur la planète ou sur les sols, comme, je pense par exemple au chanvre, c'est des matériaux qu'on utilise et en plus, on a toute une partie liée vraiment proprement au développement durable où, on donne une partie, de nos bénéfices à des ONG et globalement, l'entreprise est pensée pour qu'il y ait le minimum d'impact sur la planète.
Donc, que ça soit nos bureaux, que ça soit, bah, aussi la logistique, là où je travaille, le marketing, enfin, tout est un peu conçu pour qu'il y ait le moins d'impact, sur la planète. Possible. D'accord. Ah, mais surtout que ça doit être un super challenge en logistique particulièrement, non? Oui, parce que, surtout chez Patagonia, je crois que la logistique, c'est enfin, j'ose pas dire les chiffres pour pas dire de bêtises, mais ça fait plus de 90 des émissions de carbone. Donc c'est vraiment, le point noir un petit peu, de chez Patagonia, même si bon voilà, on est quand même plutôt, je Mhm. dirais au vert sur tous les autres indicateurs. Mais, oui, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pas forcément facile de le faire parce que, est-ce qu'on peut transporter de manière écologique, quelque chose, de Singapour en Europe? Bon, ça Ouais. serait vraiment lancer un vrai débat, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, par contre, pour minimiser les impacts Mhm. et ça, c'est des choses sur lesquelles, on travaille et je trouve que c'est toujours très intéressant, d'être dans une entreprise qui essaye d'appliquer ses principes et qui est toujours à l'écoute quand on a des idées, pour proposer. Ce qui est pas Mhm. forcément le cas, dans notre entreprise où quand je parlais d'écologie, bah, j'avais pas forcément d'écoute et donc là, je suis très satisfaite, sur ce point-là. D'accord. Bah, on va parler maintenant de ce que tu fais concrètement du coup en tant que logistique coordinator du coup chez Patagonia. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de journée type, par exemple, de ce que tu fais? Alors je peux pas donner d'exemple type, parce Bien. et je vais l'expliquer après, mais en tout cas, je peux donner généralement une idée de ce que je fais concrètement, hem, dans le service logistique où je travaille, les produits arrivent, de nos entreprises, dans un entrepôt et ensuite, nous, on est chargé avec notre sous-traitant, de les envoyer, dans nos magasins partenaires, enfin dans nos clients en fait et chez les clients de notre site en ligne. En fait, il y a trois réseaux de distribution Mhm. et moi, mon travail concrètement, c'est qu'aujourd'hui, si toi, Arthur, tu commandes quelque chose et que tu le reçois pas, tu vas passer par un service client et la demande, elle va arriver, dans mon service et nous, on va essayer de comprendre où est ta commande, qu'est-ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu la reçoives le plus rapidement possible Mhm. et voilà et j'ai pas vraiment de journée type parce qu'on va dire, les problèmes, il y en a tous les jours des différents problèmes Ouais. et les gens sont très inventifs pour toujours trouver quelque chose que tu n'auras jamais pensé. Et donc, en fait, voilà, moi, j'aime beaucoup mon travail parce que c'est tous les jours, tu as des problèmes, tous les jours, tu dois résoudre tes problèmes et surtout, à la fin, tu as une satisfaction de ton client et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Tu sers vraiment à quelque chose et, Mhm. et voilà. Et après, il y a une deuxième partie où je travaille plus sur, on va dire, des choses un peu plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, mais des reporting, des KPI et des projets beaucoup plus liés à ce que je disais, comment un petit peu diminuer l'impact carbone de la logistique. Mhm. Ce que tu disais, c'est que tu préférais, que tu aimais beaucoup satisfaire les clients et résoudre les problèmes. C'est ça que tu préfères dans ton job? Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne ben, c'est un peu bateau de le dire, mais ça donne du sens. Enfin, le Mhm. matin, je me lève, je sais que, il y a des gens qui ont des problèmes, je vais les aider. Bon après, bon, ça va pas être des problèmes, je veux dire, je vais pas sauver le monde, mais au moins, il y a une finalité, je sers vraiment à quelque chose Mhm. et c'est toujours je trouve que c'est toujours bien, de voir un petit peu parce que j'avais déjà eu le cas dans le passé où on travaille pour quelque chose et on voit pas vraiment à quoi on sert, même si on sait évidemment qu'il y a une finalité à tout travail, mais peut-être que là, c'est parce que c'est plus rapide. En tout cas, je trouve que c'est bien, de voir, la finalité du travail. Non, t'as raison. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes un petit peu moins, par exemple, ou pas du tout? Bah, ça, c'est presque plus personnel, mais c'est vrai que, ben, avant, je travaillais en usine et j'étais debout toute la journée, je bougeais tout le temps. Quand j'en avais marre d'être derrière l'ordi, j'allais passer un coup de peinture, j'allais resserrer deux trois vis et cetera. Bon, ben, là, c'est vrai et surtout depuis qu'il y a le Covid-19, je suis Mhm. derrière mon ordi et je reste assis toute la journée et ça, c'est quelque chose, ouais, voilà, des fois, j'ai un peu envie, d'aller sur le terrain encore plus, je dirais. Mais, voilà. D'avoir un peu plus d'action. Oui, Ok. voilà. Alors, on a bien compris que tu avais fait un VIE avant et que tu avais été pris directement à la sortie de ton alternance. Et là, pareil chez Patagonia. Comment tu fais, en fait, tout simplement pour être prise comme ça directement? Je dirais que je me prends beaucoup en avance. Ouais. Hem, En fait, je dirais que je suis très cartésienne, voire, on peut dire clairement, je suis clairement stressée, sur ces sujets-là parce que je trouve que, enfin, disons que moi, j'ai fait une alternance, j'ai fait un VIE. À chaque fois, il y avait une date de début sur mon contrat, une date de fin
Mmh. Et du coup, je dirais c'est pas forcément comme un CDI, où on sait pas trop quand est-ce qu'on peut changer. Enfin, on peut changer un peu comme on veut et cetera. Et du coup, je dirais que 6 mois avant la fin de chaque contrat, je me pose et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et est-ce que ce que j'ai envie de faire, je peux le faire? Et si oui, comment je peux le faire?» Mon alternance allait s'achever et je savais que j'avais beaucoup aimé ce côté international chez Airbus. Je savais que je voulais, partir à l'international parce que j'avais pas fait de césure. Même si mon campus était à Barcelone, j'avais pas vraiment vécu une expérience très internationale avec des personnes locales, donc je savais vraiment que je voulais faire un VIE. Mais voilà, un VIE, c'est pas facile à faire, surtout que, ben, en dernière année, il y a un peu tout le monde qui veut faire un VIE, donc tout le monde postule en même temps. Les places, elles sont chères. Je m'y suis pris vraiment en avance, en fait, pour postuler en avance, quitte en fait à chaque fois à un petit peu raccourcir mes expériences. Par exemple, mon alternance d'Airbus, je l'ai quitté un petit peu avant. Mon VIE, je l'ai quitté un tout petit peu avant. Comme ça, en fait, ça me permettait ouais, de rebondir plus facilement. D'accord. On comprend tout de suite l'importance, enfin, de prendre de l'avance et que c'est pas parce qu'on termine, en juillet une alternance qu'il faut s'y prendre en juin pour trouver, pour réfléchir à ce que tu veux faire après, donc Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment prendre leur temps, qui préfèrent limite faire des moments de pause, et ça, je comprends tout à fait. Après le VIE, par exemple, je me suis posé la question du moment de pause, si je voulais pas partir 3-4 mois voyager, vu que j'avais beaucoup économisé. Mais bon, après, il y a eu cette opportunité. Mais disons que voilà, je préfère faire ça parce que ça correspondait aussi à certains moments de ma vie où je me disais: «Bah, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et quand il y a un peu cette remise en question que je vois souvent aussi chez mes amis, je trouve que c'est bien aussi de prendre du temps pour soi et puis quand on est sûr et ben, qu'on n'attende pas, en fait, la bonne opportunité, qu'on commence direct à postuler, à s'impliquer dans un projet parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, avant d'avoir des résultats. d'accord. Et du coup, si tu dois donner un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier job dans ton secteur de métier qui est la logistique, qu'est-ce que ça serait? Et ben moi je dirais, et c'est quelque chose je l'ai pas fait avec mon alternance et je l'ai fait avec le VIE et j'ai clairement vu la différence. C'est quand vous avez vraiment une idée très précise de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi je savais que je voulais faire une alternance dans l'industrie et après je savais que je voulais faire un VIE. Et ben en fait, je suis allée parler, pour mon VIE, je suis allée parler à plein de personnes qui avaient été prises dans des VIE et qui vont donner, je dirais, un peu des conseils un peu classiques et basiques du style, faut faire une bonne lettre de motivation, faut activer ton réseau, faut que ton CV il soit nickel, faut bien que tu saches parler anglais, et cetera. Mais aussi, je suis allée voir des gens qui avaient, postulé à des VIE et qui avaient pas forcément été pris ou, qui avaient mis du temps à être pris et en fait, je leur ai dit: «Ben, pourquoi selon toi ça a pas forcément marché au début? Qu'est-ce que si c'était à refaire, tu ferais différemment?» Et en fait, c'est là où j'ai en fait les conseils les plus utiles, où il y a des gens qui m'ont dit: «Bah, en fait, si j'avais su, je serais allée dans ce forum-là parce que je savais qu'à cette période, ils prenaient des gens. J'aurais plus postulé, en fait, à cette période-là plutôt qu'à une autre période parce qu'il y avait moins de monde sur le marché du travail à ce moment-là». Et il y a eu beaucoup de phrases, en fait. Et en fait, quand j'ai compilé, à la limite, je savais pas la clé pour réussir, mais j'avais au moins les clés pour ne pas échouer. Et je me suis dit: «Ben, déjà, j'élimine pas mal d'écueils et si j'ai un peu un coup de chance, et ben, j'aurai mon VIE». Et c'est un peu comme ça, que ça s'est passé, en fait. Essayez de ne pas échouer et après, vous allez voir facilement, vous allez comprendre comment on peut réussir. D'accord, ah mais je suis très preneur de ce conseil pour le coup. Merci beaucoup Nolwenn. Bah, de rien. Et pour toi, c'est quoi la qualité que tu rechercherais vraiment chez un stagiaire, un alternant ou si tu dois embaucher quelqu'un un jour en logistique? Qu'est-ce que c'est pour toi la compétence clé ou la qualité clé pour, réussir? Je dirais que la compétence, ce que je recherche, je pense que ce que je rechercherais, ça serait vraiment des gens motivés parce que tous les jours, il y a des problèmes. C'est jamais un jour tu vas arriver au travail en te disant, «Tous les colis sont partis et tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème». Ça arrivera, je pense, jamais ou peut-être dans une boîte parfaite. En tout cas, ça fait ma troisième expérience en logistique, ça m'est jamais arrivé donc je suis plutôt, je pense que c'est un peu une vérité et je pense que voilà, faut être motivé, et surtout, faut être, voilà, je dirais un petit peu optimiste et pas prendre trop, enfin, faut être sérieux évidemment, mais heu, des fois et c'est ce que je me disais un petit peu, ça peut sembler la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde et voilà, faut être motivé, faut avoir envie, de travailler et être un peu, ouais, optimiste. D'accord. Et toi, question plus personnelle, après ton expatriation, pardon, à Amsterdam, est-ce que tu voudrais revenir en France, rester à l'étranger? Tu dois faire quoi?
Bah, c'est une bonne question. Je pense que là, enfin, moi, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait Toulouse, Barcelone, je suis allée aux États-Unis. Je suis revenue qu'il y a 6 mois. Après, il y a eu le Covid, donc ça a été assez intense. Mais là, je dirais que j'ai un petit peu envie de me poser. Amsterdam, c'est une très jolie ville et et tant que l'aventure avec Patagonia continue, je me vois bien rester là-bas parce que c'est une entreprise avec qui, les valeurs avec qui j'accroche beaucoup. Et puis, bah, je dirais, j'ai un petit peu ce côté, chauvin avec la Bretagne et j'aimerais bien, un jour, c'est vrai, y retourner, mais je dirais plus sur du long terme. D'accord, ok. Et alors ça, du coup, c'est une question que je pose vraiment à tous mes invités. Si tu as un message à faire passer, un seul message à faire passer dans ce podcast, qu'est-ce que tu choisis? Je dirais, je vais partir de mon expérience et après je pense que le conseil, aboutira de lui-même, mais à la fin de mon VIE, j'hésitais vraiment entre rester dans une entreprise très industrielle, qui était pas forcément du tout en accord avec mes valeurs, mais qu'on va dire qui avait un certain niveau de confort. J'avais un bon salaire, j'avais des missions intéressantes, une vision internationale qui me tenait à cœur, mais et j'avais pas forcément l'idée d'arriver à Patagonia, mais en tout cas, je voulais vraiment partir dans le développement durable. Je voulais vraiment, je sais que c'est vraiment à la mode et cetera, mais je trouvais que ça, je voulais vraiment plus que le développement durable, je voulais une entreprise engagée, une entreprise avec qui j'accroche avec des valeurs. Et je dirais que ça m'a pris du temps de faire ce pas-là. Ça m'a pris du temps de me dire, ben maintenant, plutôt que privilégier un certain confort, je vais sortir de ma zone de confort et aller chercher quelque chose qui me plaît vraiment, quitte à sacrifier quelque chose, peut-être une partie de mon salaire, peut-être quelque chose de moins international. Au final, ça n'a pas été le cas, mais et voilà. Et donc, je dirais en fait que c'est vraiment important de travailler pour une entreprise avec qui vous accrochez, avec qui vous avez des valeurs en commun, parce que si vous partagez des valeurs, en fait, vos collègues vont les partager aussi. Vous serez plus motivés à aller au travail ensemble. Vous aurez plus à cœur d'avoir les mêmes objectifs, la même finalité. Et je trouve que c'est cool, c'est valorisant de travailler dans des endroits comme ça. Et ça serait un peu, mon conseil. Ça fait un peu D'accord. bisounours, mais en tout cas, c'est ce que je pense et je l'ai fait il y a 6 mois et j'ai aucun regret. Ça fait pas du tout bisounours, ça fait comme quelqu'un qui est passionné par son travail et par son secteur, donc c'est top, au contraire. Bah, merci beaucoup Arthur, c'est très gentil. Merci à toi d'être venu, merci d'avoir pris ton temps pour cette interview et écoute, à très bientôt. À très bientôt aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci pour l'écoute, comment l'avez-vous trouvé? Je dois vous avouer pour ma part que je garde précieusement tous les conseils que Nolwenn nous a donnés, en particulier celui de compiler tous les retours non fructueux ou qui ont mis plus de temps à arriver. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager afin que l'intervenant puisse le voir. N'hésitez pas non plus à mettre une note dans Apple Podcast et encore moins à partager cette page avec vos connaissances, vos amis, cela pourrait être très utile à certains, j'en suis persuadé. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du Petit Explorer et d'ici là, prenez soin de vous, restez connectés, encore merci et à très vite.